un sujet important, donc pourquoi et comment acheter un bien en Espagne sans hypothéquer le bien en Belgique. On a pris l'Espagne à titre d'exemple, mais c'est possible ailleurs aussi. La question qui est sur toutes les lèvres, comment acheter un bien de rapport sans apport, ce qui devient presque impossible, mais grâce à l'expertise de DAP et de RFC, aujourd'hui on peut vous proposer des solutions. Et enfin, est-il possible de constituer un capital en personne physique d'un bien immobilier grâce aux produits fiscaux d'assurance, EIB ou autres, qui permettent donc des déductions assez importantes dans le champ d'une société ou d'une personne morale, un indépendant par exemple. Alors, qui est DAP? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je pense que dans la salle, à mon avis, tout le monde nous connaît, donc je ne vais pas trop m'étendre. Mais donc, on est un groupe de courtiers en assurance, principalement, mais on fait aussi du crédit, comme c'est écrit dans le logo, mais du placement, et maintenant de l'immobilier, puisque de plus en plus de gens nous consultent à ce niveau-là. Nos valeurs, en bref, puisqu'on pourrait en parler des heures, et surtout moi, mais la capacité d'adaptation, on voit que le marché bouge de plus en plus énormément, et encore ce soir, il faut pouvoir s'adapter au dernier remue-ménage Covid-2. Le dynamisme, ça parle de lui-même. L'efficacité, en tout cas, on essaye au jour le jour, toujours un peu plus de vous offrir le meilleur des services. L'esprit d'équipe, vous l'aurez entendu, aujourd'hui on est plus de 85 collaborateurs, plus maintenant l'équipe de RFC qui nous a rejoints, ou d'autres comme Square Invest présents dans la salle. Donc des équipes compétentes qui travaillent main dans la main pour vous offrir le meilleur. Et la petite touche qui nous tient tous à cœur, l'humanisme, puisque même si on travaille dans le secteur financier, l'humain reste une priorité au jour le jour et dans tous les services qu'on essaye de vous offrir. Alors ça c'est un petit clin d'œil au SDG dont on parle régulièrement et qui compte énormément pour nous. Je vais laisser la vidéo parler d'elle-même, mais DAP s'est engagé à défendre le premier objectif des Sustainable Development Goals développés par l'ONU, qui est donc la lutte contre la pauvreté. Ah, c'est là le premier bug informatique. Ouais, parce que j'avais... Il n'y a pas de vidéo, donc. Pas de vidéo. Je pense pas qu'il y avait de vidéo. Moi, j'ai pas de vidéo. Bon, normalement, il y a une vidéo qui ne dure que 3 minutes, mais qui explique un petit peu comment DAP, justement, suscite l'intérêt de l'Union Wallonne des entreprises à travers la défense de cet objectif de développement durable, qui est la lutte contre la pauvreté. On essaye d'en défendre d'autres, mais on vous la repartagera en lien dans la publication pour que vous puissiez tous la voir ou la revoir, puisqu'elle exprime vraiment bien comment la culture d'entreprise DAP et de nos partenaires se développe à travers les années. Alors, un petit schéma qui a été fait lors d'un storytelling, donc par une graphiste professionnelle, qui a résumé un petit peu comment DAP se positionne sur le marché. Donc on est principalement un courtier d'assurance, mais on réunit aujourd'hui toute une série de métiers et de compétences, que ce soit en crédit, en placement. On fait de l'immobilier, ce qui est un peu le sujet du jour. On a une proximité accrue avec nos clients puisqu'on a 12 bureaux partout en Wallonie et à Bruxelles, même bientôt en Flandre. On a une structure dédiée à la gestion patrimoniale et des partenaires dédiés à ces services-là aussi. On est le courtier du secteur non marchand puisqu'on a racheté le bureau AMF qui assure plus de 1500 ASBL en Belgique. On fait des marchés publics depuis plus de 15 ans et on est un des leaders en la matière. Et on défend à travers tout ça un service win-win, que ce soit pour le client, pour nos collaborateurs et pour nos partenaires, qu'ils soient compagnies, banques ou autres. Où on va, c'est difficile, mais en tout cas, on a une vision qui est celle qu'on peut résumer comme the only social efficient broker, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le seul et unique courtier social efficace. Et donc ça se traduit à travers tout ce qu'on met en place et que Vincent va vous démontrer maintenant, ce soir. N'hésitez pas à interagir, cette présentation est familiale, cette présentation a pour but de comprendre les secrets de l'immobilier et de l'investissement. C'est pas toujours facile. Les gens ont plutôt tendance à faire confiance à leurs banquiers,
Mais pourtant, en tant que courtier, on est capable de vous apporter des solutions qui sortent de l'ordinaire, qui décalent un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre et qui permettent réellement d'optimiser votre patrimoine et surtout de le fructifier à travers les années. Ce qui est, j'imagine, l'objectif sous-jacent de votre venue ce soir. Donc, je vais laisser la parole à Vincent, qui est donc un expert de l'immobilier et du crédit, puisqu'il donne cours en école supérieure à Liège et qu'il est courtier et gérant du groupe RFC depuis plus de 10 ans. Vincent. Ah oui, non, pardon. J'avais oublié évidemment l'association DAP et RFC. Pourquoi, comment RFC, à travers ses relations, a développé un petit portefeuille d'assurance que DAP a racheté et aujourd'hui gère pour le compte de RFC. Et ça nous a permis d'apprendre à nous connaître et de voir comment l'un et l'autre travaillaient. Et ça nous a surtout permis de comprendre pourquoi le monde du crédit est si compliqué, parce que c'est un métier à part entière. Et donc aujourd'hui, DAP fait entièrement confiance à RFC pour conseiller l'ensemble de ses 25 000 clients dans toutes les questions liées au financement de projets, qu'ils soient immobiliers, de croissance ou des prêts à la consommation. Et donc RFC qui est spécialiste en crédit, aussi en placement, mais aussi en deuxième pilier en assurance, donc les assurances vie, puisque sans ces fameux deuxième piliers, c'est plus difficile d'optimiser un financement immobilier par exemple. Vincent nous l'expliquera pendant sa présentation. Et donc en fait, ces deux groupes qui sont extrêmement complémentaires et qui, en pleine croissance et en plein développement mutuel, ont décidé de s'associer pour mieux répondre aux besoins et aux demandes de leurs clients et faire en sorte que chacun puisse se spécialiser dans son domaine tout en pouvant s'appuyer sur les compétences des uns et des autres. Et ça fait maintenant 1 an qu'on travaille ensemble et c'est une très belle collaboration qui, la preuve en est ce soir, va continuer à s'améliorer et à progresser à travers le temps, puisqu'on espère que des événements comme ceux-ci pourront avoir lieu, qui sait, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours bientôt. Et donc, Vincent va maintenant vous expliquer comment RFC et DAP vont pouvoir répondre à tous vos besoins en termes de financement. Vincent, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à tous. Je ne vous ai pas encore salué individuellement, mais je ne doute pas qu'on aura l'occasion juste après de le faire. J'envisage cette soirée plutôt comme un séminaire, d'accord ? Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir interagir ensemble. Je vais vous exposer certains paramètres financiers, certaines structures financières. Vous êtes peut-être aguerris par rapport à ça, ou peut-être totalement néophytes. Donc n'hésitez pas à interagir, levez légèrement la main. Je finis ma phrase ou l'idée, et puis je vous donnerai la parole. C'est beaucoup plus agréable, je trouve, de pouvoir interagir au moment où on parle du sujet en question que de revenir dans, je pense que c'est 3-4 heures. Oui, 4-5 heures. Voilà. Et donc, voilà. Entre RFC Group et DAP, en fait, DAP et RFC Group, oui, on est rentré dans le 21e siècle, en fait. Aujourd'hui, pour les vieux de mon âge, les jeux vidéo, c'est un peu paradoxal. Moi, j'aime bien quand il y a un vainqueur, c'est l'un contre l'autre. On est du XXe siècle. Aujourd'hui, les jeunes jouent ensemble. C'était coopération en fait dans les jeux vidéo. Il n'y a plus de vainqueur ni de perdant, mais c'est tout le monde ensemble contre l'ordinateur, contre je ne sais pas quoi, d'accord, où on construit ensemble. C'est un peu ce qu'on fait entre DAP et RFC, c'est de la coopération pour tirer la quintessence de nos expériences, de nos compétences respectives et d'aller ensemble plus loin en fait. Alors, vous avez eu le temps. Je ne parle pas du temps Covid, bien sûr, mais du temps météo, il commence à faire un petit peu plus froid et on parle de neige même peut-être dans quelques jours, en tout cas sur la région de Liège, où je donne cours. Donc je vous propose de faire un petit voyage en Espagne pour se réchauffer un peu, d'accord ? Vous avez peut-être pris des vacances, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des vacances cette année parce que l'année passée c'était un peu compliqué. Et vu ce qui se passe encore maintenant, on se dit peut-être que l'année prochaine, ce sera peut-être compliqué aussi. En tout cas, voilà, l'Espagne est un lieu de villégiature. Christophe en a parlé. On peut mettre et on sait mettre des hypothèques sur des biens espagnols. Mais pas que, c'est ce que Christophe disait. On a aussi l'occasion de pouvoir le faire en France ou au Portugal. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que je suis aussi courtier en France.
Et c'est grâce à cette casquette-là que je peux me permettre d'offrir à mes clients belges, mais autres, et on le verra, des solutions de cet ordre-là. Monsieur. En Italie aussi? Alors non, je ne sais pas mettre d'hypothèque sur le bien en Italie, parce qu'en fait, la législation italienne est extrêmement complexe, beaucoup plus que la belge, puisque toutes les régions ont une fiscalité complètement différente. Et donc, il est très, très, très compliqué de mettre ça en place là-bas. Voilà, donc c'est une des raisons. J'espère que, à l'instar de l'Europe, enfin non, l'Europe hypothécaire n'existant toujours pas non plus, je ne pense pas que les pays se mettront, simplifieront notre vie financière, mais donc non, malheureusement, en Italie, ce n'est pas possible. Alors en fait, le premier slide, c'est un peu ce qui se passe. Et pour des personnes qui souhaitent acquérir un bien à l'étranger, en Italie, alors il faut être très clair, hein, d'accord, la Grèce, ça peut aller, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la France, mais dès qu'on sort, ou dès qu'on sortait en fait de l'euro, lorsqu'on avait une possibilité d'achat via une situation financière en Belgique, c'était extrêmement compliqué. D'accord ? Je ne vais pas vous faire le cours de pourquoi quelqu'un qui gagne sa vie dans une devise qui n'est pas euro ne peut pas emprunter en Belgique. Mais donc, acheter dans un pays qui n'est pas en euro, c'est vraiment très très compliqué. Et donc, je suis désolé. Donc ces pays-là, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, eh bien, la Hollande, le Luxembourg, on a l'occasion de proposer à nos clients de pouvoir acquérir un bien. À part qu'on ne sait pas mettre d'hypothèque sur le bien qui se trouve dans ce pays étranger. Jusqu'à présent, eh bien, on avait des solutions de financement en mettant en garantie un bien qui se trouvait en Belgique. Mais le souci, c'est comme, puisqu'on ne sait pas mettre une hypothèque sur le bien à l'étranger, eh bien, la seule garantie qui est offerte à la banque, c'est le bien qui se trouve ici. Donc, la plupart des clients qui souhaitaient donc acquérir un bien, mais qui avaient encore un crédit hypothécaire en Belgique, sur le bien qu'ils souhaitaient mettre en garantie, eh bien, se trouvaient un peu déforcés, puisqu'on ne peut pas emprunter ce qu'on veut, et on ne peut pas aller... les arbres ne touchent pas le ciel, d'accord ? Et donc, les banques limitent la garantie. Et donc, certaines banques vont jusqu'à 80% d'hypothèque, d'autres jusqu'à 90%. C'est pour ça que j'ai indiqué 90% ici, parce qu'on a un partenaire qui nous permet d'aller jusqu'à 90% de quotité. La quotité, c'est quoi ? C'est un simple calcul. En fait, c'est le rapport entre le crédit et la valeur du bien, la valeur vénale. D'accord ? Donc, crédit divisé par la valeur vénale fois 100. Et donc, lorsque vous achetez un deuxième bien en Belgique, il est évident que vous allez mettre une hypothèque sur le bien que vous allez mettre en garantie, le premier bien éventuellement, on en reparlera tout à l'heure, mais également sur le deuxième. Et ça vous permet de pouvoir faire certaines opérations financières. Lorsque vous achetez un bien à l'étranger, vous ne pouvez pas mettre en garantie le deuxième bien. Et donc, vous vous retrouvez avec votre premier bien. Donc, si vous avez un bien de 300 000 € et que vous ne pouvez pas dépasser 90% de quotité, donc vous ne pourrez pas dépasser 270 000 € de garantie sur ce bien, mais que vous avez encore 150 000 € à rembourser, 270 moins 150, ça fait plus beaucoup pour acheter à l'étranger. Et c'est ce qui bloque généralement beaucoup de personnes. Ou alors, vous arrivez en fin de carrière, d'accord, et vous avez fini de rembourser, donc vers 50, 55, 60 ans. Si vous n'avez pas eu d'accident de vie, d'accident matrimonial, vous n'avez pas divorcé, vous êtes toujours avec la même personne et vous avez remboursé votre crédit sur 25 ans, et bien à ce moment-là, vous allez finir par enfin faire la fête et dire « ça y est, j'ai remboursé mon crédit, je vais pouvoir me remettre un nouveau crédit sur le dos pour acheter un bien à l'étranger ». En fait, ça ne s'adresse finalement qu'à des personnes qui ont généralement la soixantaine. Et à 60 ans, on est très très embêté parce que la durée du crédit, du nouveau crédit pour acheter le bien à l'étranger, c'est son âge qui va bloquer. Ce n'est plus les garanties puisqu'on les a, mais c'est l'âge qui va bloquer. Alors en fait, en découvrant certaines possibilités, c'est toujours en creusant un peu, en cherchant, etc., eh bien, je me suis rendu compte qu'il était possible de pouvoir mettre des hypothèques sur des biens, en tout cas en France, ça c'est certain, Espagne également et Portugal. Je vais vous parler que de l'Espagne aujourd'hui, parce que les critères d'acceptation des banques sont différents en fonction des pays. On va s'attacher à l'Espagne, mais on peut le faire aussi sur les deux autres pays que j'ai cités. Alors en Espagne, ici, on va mettre l'hypothèque sur le bien espagnol. On ne pourra pas, donc la banque est espagnole, mais par contre, on ne va pas pouvoir mettre une hypothèque sur le bien en Belgique. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre
j'achète un bien en Espagne, eh bien, on va pouvoir mettre une hypothèque sur le bien espagnol et je vais devoir apporter du cash pour pouvoir tout simplement combler le trou entre l'hypothèque qui est possible sur le bien espagnol et la réalité financière, c'est-à-dire les frais et autres. Donc ici, en fait, et on va y revenir, le type de projet, et c'est important de bien comprendre ça, il n'est pas possible d'acheter un mât ou un château en Espagne, dans la Pampa, en attendant que le CID passe, d'accord ? Alors, le CID, c'est pas du cidre, d'accord, pour les alcooliques, parce que j'en vois certains dans la salle. Je ne parle pas du cidre, je parle du CID, bien sûr, d'accord. On parle uniquement de résidence principale ou de résidence secondaire. On ne parle pas de biens de rapport. La banque espagnole ne financera pas un bien en tenant compte des revenus locatifs qui pourraient être perçus dessus. L'objectif, l'Espagne a vraiment pris un énorme coup sur la tête avec la crise de 2008-2009, a vu des dizaines de milliers de biens rester invendus, et donc ne veut plus de surenchère sur l'immobilier. Et donc ces banques, en fait, pour les étrangers, eh bien, les banques ne prêtent plus pour des biens de rapport. Ça ne peut être qu'un bien principal ou une résidence secondaire. Alors, vous la construisez ou pas, peu importe. Mais voilà. Alors, par contre, les montants peuvent être importants. On va aller de 100 000 € de crédit jusqu'à 2 millions. D'accord ? Donc, c'est quand même assez conséquent. La durée du prêt, c'est minimum 7 ans. Le maximum, ça va être 30 ans, mais avec une limite de 75 ans pour la personne la plus âgée. Et c'est là où on arrive sur ce que je vous parlais des garanties qu'on va offrir à la banque. La banque va accepter de façon maximale de prendre 70% de garantie sur le bien qui va être hypothéqué. Les 30 autres pourcents plus les frais devront être apportés en cash. Alors, il y a différentes possibilités. Si vous êtes indépendant, vous pourriez très bien faire une avance sur votre IP, votre PLCI, l'INAMI, d'accord ? Ça, c'est tout à fait possible. Si vous n'êtes pas indépendant, vous pourriez très bien faire peut-être un crédit lombard parce que vous avez des placements quelque part, placements qui sont très précieux ou très rentables, et donc vous ne voulez pas y toucher, vous pouvez faire un crédit lombard dessus. Ça va ? Mais en tout cas, vous allez devoir prouver à la banque, bien évidemment, que vous avez la capacité de rembourser. Et cette capacité, et ça c'est à l'instar du Portugal ou de la France, il n'y a pas de banque nationale, il y a une banque nationale bien sûr en Espagne, mais qui ne répertorie pas tous les crédits que ses concitoyens font sur son sol. En Belgique, lorsque vous souscrivez n'importe quel crédit, la Banque nationale est au courant. C'est une obligation de tous les prêteurs. En Espagne ou en France, ce n'est pas le cas. Il n'y a que lorsque vous êtes fiché, que vous n'avez pas payé, que là, vous apparaissez sur une liste rouge. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'on va vous demander énormément de documents. Donc, tous vos extraits de compte sur les 3 derniers mois. Pourquoi ? Pour voir quels sont tous vos crédits, tous vos remboursements. Donc, en termes de paperasserie, c'est un peu plus conséquent, mais c'est normal puisque la banque ne vous connaît pas, vous n'êtes pas espagnol et elle n'a aucun moyen de vérifier vos dires. Elle ne peut pas se connecter à la Banque nationale comme une banque belge peut le faire. Nous, en tant que courtier, on ne peut pas le faire, mais là, toutes les banques peuvent le faire et de vérifier ce que vous dites. D'accord ? Alors ici, c'était simplement un petit schéma qui représente les possibilités. Alors vous voyez qu'on va aller jusqu'à 70% d'hypothèques pour des biens allant jusqu'à 1 million. Après, lorsque les montants augmentent un peu, eh bien, la prise d'hypothèque va être un peu moins importante. D'accord ? Vous voyez que c'est assez... Alors ici, je m'adresse principalement à des personnes qui vivent en Belgique. Je ne pense pas que quelqu'un est venu de l'étranger jusqu'ici pour assister à la conférence. Mais par contre, si vous êtes un professionnel de l'immobilier et que vous êtes ici ce soir, eh bien, vous pouvez voir tous les pays et tous les ressortissants de ces pays à qui on va pouvoir proposer nos services. La bête noire, c'est le dollar. Personne qui veut travailler en dollars. Donc, si vos clients sont rémunérés en dollars ou si ce sont des US personnes, eh bien, on ne pourra pas faire de crédit. Ça, c'est vraiment pas possible. D'accord ?
Alors, l'évaluation et la faisabilité des revenus, ce qui est très très important, c'est que ce ratio, cet endettement ne peut pas dépasser 40%. Comment on fait? On prend toutes les dettes, en fait, tout ce que vous devez payer mensuellement, on va le diviser par tous vos revenus. Attention, les revenus locatifs ne sont jamais pris à 100%, et on va faire x100 et on aura un pourcentage d'endettement. D'accord? Si vous achetez, vous souhaitez acquérir un bien via une société espagnole uniquement, c'est tout à fait possible, mais par contre, il faudra prouver que vous-même, en personne physique, donc vous-même, c'est parce que vous êtes gérant de la société, eh bien, vous puissiez également rembourser ce crédit, si la société ne peut plus, à un certain moment, faire face à ses obligations financières. D'accord? Et ça, parfois, c'est un peu compliqué, parce que j'ai déjà eu des clients qui étaient bien nantis et qui avaient une autre façon de se rémunérer par des comptes courants, par des dividendes, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué, ça ne rentre pas du tout dans le jeu et dans l'endettement. Oui. Les revenus locatifs. Alors, les revenus locatifs belges sont totalement pris en compte, mais à 80%. Par contre, les revenus locatifs issus de la maison que j'achète en Espagne ne seront jamais pris. D'accord ? Alors, il y a aussi un point très très important, vous lirez les slides, je ne vais pas tout aborder en tout cas, mais vous les aurez de toute façon, donc vous pouvez les reprendre et revenir vers nous si vous avez des questions ultérieurement. Mais ce qui est très très important à comprendre, c'est que c'est la cellule familiale qui achète. En Espagne, avec des valeurs très catholiques, d'accord, eh bien, on va mettre en avant la cellule familiale. Donc, il ne sera pas possible pour un frère et une sœur d'acheter ensemble un bien en Espagne. La banque refuse très clairement, ce ne sera que monsieur, madame, éventuellement les enfants, mais c'est vraiment la cellule familiale qui va acheter. D'accord? Et ce n'est pas que la banque avec laquelle on travaille qui nous impose ça, c'est vraiment de façon plus globale. Les lois espagnoles sont vraiment très restrictives. Et ça, tout ça provient de cette crise, cette fameuse crise immobilière en Espagne. Oui. Et c'est une famille qui doit être légalement constituée ou pas? Alors c'est une bonne question et je l'ai posée parce que j'ai eu le cas récemment. J'avais un monsieur qui n'était pas divorcé mais qui vivait avec une dame, d'accord, qui n'était pas sa femme donc, et qui voulait acheter ensemble. Donc ils étaient séparés de fait mais pas, voilà. Et donc non, c'était très compliqué. C'était très compliqué, voilà. Donc il n'y a rien à faire. On est tous issus d'une histoire, les pays aussi, et donc les lois sont généralement empreints de l'histoire du pays. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils ont un petit côté beaucoup plus traditionnel, on va dire. Voilà. Donc voilà, donc, en termes de clients retraités, aucun souci, bien évidemment. Si on dépasse l'âge, parce que vous avez vu qu'on peut aller jusqu'à 75 ans, si à un certain moment on dépasse les 65 ans, il va falloir prouver à la banque que les revenus issus de la retraite vont pouvoir assurer le remboursement à la banque et de conserver pour le client un niveau de vie tout à fait respectable. C'est pour ça que assez souvent, lorsque ça dépasse, on gonfle le remboursement jusqu'à 65 ans. Donc on essaye d'amortir le plus possible pour que, au-delà de 65 ans, la mensualité baisse et qu'on reste toujours dans un ratio de 40%. Là, c'est un peu technique, mais enfin, si vous avez des questions à ce niveau-là, ou plutôt personnelles, je pourrais répondre sans aucun souci. D'accord? Oui, les revenus locatifs, c'est 75%, c'est pas 80%, autant pour moi. D'accord? Pour le troisième point. Donc voilà, ici, premier point, les crédits, on parle un peu des prêts personnels ou des cartes de crédit, les prêts hypothécaires. Quoi qu'il arrive, eh bien, c'est ce que je fais vraiment très très souvent, parce que la réalité belge est parfois très méconnue en Espagne, voire même en France en fait. C'est vraiment, on est quand même voisins, on vit tous en euros, on a énormément de contacts entre nous, et pourtant les réalités sont vraiment très très étonnantes. Alors, très souvent, lorsque j'ai une demande d'un client, eh bien, je fais une pré-demande à la banque en disant, ben voilà, le client m'a dit ça, 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 et on va avoir un préaccord où en tout cas, les points d'attention vont être soulignés, et comme ça,
on peut monter un crédit en faisant attention éventuellement à ces petits points orange qui pourraient un peu froisser ou embêter la banque. On répond à son questionnement avant même, au moment de l'introduction, pour éviter qu'elle ne revienne avec des questions qui vont engendrer une multitude de paperasseries pour essayer de prouver la chose. D'accord ? Voilà, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, mais en France, on prend les revenus bruts. Alors, en Belgique, tous les crédits sont faits par le net, mais la banque avec laquelle on travaille, qui est très connue, donc c'est Fortis, d'accord, eh bien, c'est une filiale de Fortis, eh bien, pour calculer l'endettement, elle prend en compte le revenu brut du client. Mais par contre, en contrepartie, il y a plein d'autres choses qui sont prises aussi pour l'endettement. Enfin, voilà. Mais vous voyez que les réalités sont très surprenantes. Il n'y a aucun banquier en Belgique qui va vous demander votre revenu brut. Ça n'a totalement aucun sens en fait en Belgique. Alors, pourquoi passer par nous ? En fait, tout simplement, c'est que on va déjà vous accompagner dans votre pays. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la banque espagnole pour être accompagné probablement par des gens très très compétents, mais à moins que vous maîtrisiez parfaitement l'espagnol. Alors déjà, parfois en français, comprendre son banquier ici en Belgique, c'est parfois compliqué, ou de maîtriser toutes les subtilités du crédit. Mais alors, dans une langue qui n'est pas la nôtre, ça devient vraiment plus compliqué. Donc, il y a clairement des avantages. Le français reste là, le premier avantage, mais par contre, eh bien, il va y avoir une domiciliation des paiements, eh bien, qui pourra rester bien évidemment dans le pays dans lequel vous résidez, et il y aura simplement une domiciliation qui sera mise en place ou un ordre permanent. D'accord ? En Espagne, d'accord, c'est une banque, c'est une joint venture entre Santander et BNP Paribas également. D'accord, donc c'est vraiment deux énormes prêteurs. Et donc ils ont créé cette banque pour répondre aux besoins des clients internationaux. Eh bien, on va avoir un interlocuteur ou des documents qui pourront être rédigés dans pas mal de langues. D'accord ? On va pouvoir également financer les travailleurs indépendants, même si c'est vrai que pendant cette période de Covid, si vous êtes dans l'Horeca, si vous travaillez dans une agence de voyage ou dans l'hôtellerie, ça va être compliqué, je ne vous le cache pas, d'accord ? Il y a certains secteurs qui sont les parents pauvres pour l'instant du financement. Il n'y aura pas d'obligation d'assurance solde restant dû. Maintenant, dans la banque espagnole, il n'y a pas d'obligation. Si vous souhaitez en faire, on a bien évidemment des solutions en Belgique et il n'y a aucun problème de la souscrire en Belgique. D'accord ? Et puis de toute façon, vous aurez des accès informatiques sans aucun souci. Voilà, donc ça c'était une introduction finalement au crédit espagnol. Pour mettre une hypothèque en Espagne, il est évident que c'est vraiment du cas par cas. Et donc si demain vous avez des prospects, des clients, ou pour vous-même vous avez un questionnement particulier, eh bien voilà, il faudra en discuter de façon plus personnelle et individuelle pour pouvoir voir jusqu'où est-ce que vous pourrez faire avec notre partenaire espagnol. Mais la solution belge, et donc de pouvoir mettre en garantie un bien en Belgique pour financer en Espagne, en France ou en Italie, d'accord, reste toujours bien sûr d'application. C'est vraiment... j'ai un client qui pouvait en fait faire... Il y avait ces deux possibilités. Il avait un bien qui était libre d'hypothèque en Belgique, et donc il avait suffisamment de cash, et il pouvait mettre son bien, là c'était en France, son bien en France en hypothèque. Et en fait, on a choisi ensemble de mettre le bien en France, on a mis une hypothèque sur le bien en France. Pourquoi ? Parce que ça permettait de laisser le bien belge libre d'hypothèque pour pouvoir faire l'opération, ce deuxième sujet dont je vais vous parler maintenant, c'est-à-dire de pouvoir acquérir un bien, de rapport, ou voire une maison d'habitation, sans apport en Belgique. Parce que pour ce faire, il va falloir offrir des garanties. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des quotités, c'est le rapport entre les crédits que vous avez et la valeur vénale des biens. Alors pour une maison d'habitation, aujourd'hui, il est encore possible de financer à 100% une maison d'habitation, même si ça reste un peu plus difficile qu'avant, mais on a toujours l'occasion de pouvoir le faire. Il y a certaines limites, d'accord, une limite d'âge, une limite d'endettement, une limite de montant de crédit aussi, mais c'est tout à fait possible. Par contre, lorsqu'on souhaite acquérir un bien de rapport, on va être limité à 80% de quotité. Ça veut dire que le montant du crédit que je vais souscrire correspond à 80% de la valeur vénale
des biens que je vais mettre en garantie. Alors, en guise d'introduction, je ne vais vraiment pas la faire longue, l'idée c'est de comprendre un peu le marché belge. Il y a 72% de Belges qui sont propriétaires, d'accord, et 67% de la population a un sentiment, le Belge a bien une brique dans le ventre, a le sentiment en fait que d'acheter un bien va les rassurer pour leur futur. On n'est pas tout à fait sûr de pouvoir avoir notre pension plus tard. Hein. Je plains les moins de 40 ans, j'ai juste dépassé la barre maintenant. Les moins de 40 ans n'auront plus de pension, ça c'est évident. Ou alors on travaillera jusqu'à 90 ans tous, non, enfin ça fera quelque chose comme ça, c'est sûr. Hein, plus le temps passe, plus ça devient compliqué. Et donc il ne faut pas attendre d'avoir sa pension ou d'espérer avoir quelque chose de l'État. Je pense qu'il vaut mieux prendre sa vie en main et pouvoir développer, gentiment, hein, sans prendre de risques, mais développer son patrimoine. Je vais passer parce que ça ne sert à rien de faire trop long. Le prix en Belgique, ça c'est important, le prix en Belgique continuera d'évoluer. Donc on ne va jamais se retrouver dans une situation de subprime comme aux États-Unis, d'accord, ou comme une situation comme en Espagne où on va voir les prix des biens extrêmement chuter en Belgique, parce qu'il y a une multitude de points qui expliquent ce soutien du prix de l'immobilier et surtout cette évolution positive. Alors la première, c'est la densité de population en Belgique. Et c'est, en fait, j'aurais pu mettre le dernier point juste en dessous de ce premier point. Donc la densité de population, eh bien, fait qu'on a de plus en plus besoin d'espace pour habiter. Et par contre, en Wallonie, alors à Bruxelles, il n'y a quasiment plus de terrain, je pense qu'il n'y a même plus de terrain constructible. En Flandre, on les compte sur les doigts de la main. Et en Wallonie, il y a eu des accords bétonnés qui ont décrété qu'il y avait encore certains terrains qui allaient être constructibles, mais toutes les zones constructibles ont été bien déterminées et elles ne bougeront pas pendant au moins 30 ans. Et donc, cette densité de population est très très importante. Hein. On est une des plus importantes densités de population en Europe. Il y a la Hollande qui nous bat. Bon, je ne vous parle pas de Saint-Marin ou du Vatican, hein. C'est évident, ou Monaco. Mais par contre, dans un pays dit normal, hein, d'accord, eh bien, c'est vraiment très très important. Il y a aussi une autre réalité, c'est la faiblesse des rendements liés aux placements qui sont, entre guillemets, parce que là aussi, il n'y a pas de placement sans risque. Tout a un risque dans la vie, mais c'est vrai que la branche 21 n'offre absolument plus de rendement actuellement. Les comptes d'épargne n'offrent absolument plus rien non plus, sans compter que si on met l'inflation dans la balance, voilà, numérairement on ne perd rien, mais en termes de pouvoir d'achat, ça dégringole. Et donc voilà, donc, l'argent qui est sur les comptes d'épargne, on parle de presque 300 milliards d'euros sur les comptes d'épargne uniquement, hein, d'accord, je ne parle pas des placements, eh bien, sont en train d'être déversés dans cette réalité immobilière. L'indexation des salaires également, principalement pour les fonctionnaires, mais néanmoins, ça maintient un pouvoir d'achat et donc ça maintient d'une certaine façon aussi les prix de l'immobilier. Et puis, il faut être clair, on est à 1h20 de Paris, d'accord ? Je ne sais pas d'Amsterdam en TGV, le Luxembourg n'est pas très très loin non plus, et que lorsqu'on voit et on analyse au mètre carré le prix Paris, d'accord ? Vous êtes, les sales quartiers de Paris sont à 10 000 euros le mètre carré, hein. Quand vous êtes en face de la Tour Eiffel, vous êtes à 25 000 euros le mètre carré, d'accord ? Donc c'est totalement affolant. En Belgique, dans les très très beaux quartiers de Uccle, vous êtes à 8 000 euros le mètre carré. Peut-être un bien exceptionnel, on sera à 10 000, mais jamais plus. On va redescendre très très vite à 5 000, et puis je ne vous parle même pas du reste de Bruxelles, où on va être dans certains quartiers encore à 2 000, 2 500 euros le mètre carré. Donc il y a un tel potentiel pour ces personnes qui viennent de l'étranger. Il m'arrive assez souvent d'avoir des Français qui arrivent et qui disent « mais c'est pas possible, ils négocient même pas le prix ». Parce que par rapport à Paris, c'est presque donné l'immobilier à Bruxelles. Donc vous voyez, et puis la baisse des taux. Alors à un moment, les taux vont arrêter de baisser, parce que des taux en dessous de zéro, ça commence à devenir compliqué d'expliquer ça. Mais néanmoins, voilà, depuis pas mal de temps, les taux baissent. Voilà. Alors comment faire ? En fait, c'est assez simple. On va prendre un cas très pratique. Vous avez acheté une maison il y a 10 ans à 250 000 euros. 10 ans se sont passés. Alors, c'est évident que, j'ouvre une petite parenthèse,
on part sur deux principes. Vous n'avez pas divorcé et vous n'avez pas de gros ennuis de santé. D'accord? Parce que sinon, ces deux paramètres-là sont quand même très très importants dans le processus évolutif d'un patrimoine. Je ne sais pas. Voilà, je suis à 18 ans de mariage, mais bon, voilà, après, voilà. Non, c'est possible, c'est possible. Donc, 10 ans plus tard, eh bien, la maison vaut 315 000 €, une petite inflation de 2% par an, d'accord? Et vous avez amorti votre capital, il vous reste 165 000 € à rembourser. Ce qui veut dire que vous avez un delta, un gap, entre la valeur vénale et votre solde restant dû, le solde que vous devez encore à la banque, de 150 000 €. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir acheter un bien de rapport, donc un bien qui va vous rapporter, pas un bien dans lequel vous allez habiter, eh bien, il faut 80% de quotité. La quotité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, crédit divisé par les garanties fois 100. Donc, regardez un peu si vous êtes propriétaire, vous prenez ce qui vous reste comme crédit dessus, vous le divisez par la valeur vénale de votre bien, vous le faites fois 100 et vous avez déjà la quotité sur votre bien. Alors, cette situation-ci, eh bien, va permettre à mon client de pouvoir acquérir un bien de 240 000 €. Et il ne va absolument pas apporter de cash dans l'opération. Parce que 240 000 €, c'est 36 000 € de frais. Il n'est plus possible, puisque c'est votre deuxième bien, d'avoir un abattement des droits d'enregistrement quelconque dans aucune des régions, des 3 régions. Alors, le calcul, j'y reviens, mais je vous donne la réponse directement. D'accord? Crédit divisé par les garanties fois 100, c'est-à-dire 165 000 €, c'est le crédit qui me reste sur le premier bien. 276 000 €, c'est les 240 000 plus les frais, de tout à l'heure. Divisé par la valeur des biens. 315 000 pour mon premier bien et 240, c'est le prix que j'achète, pour mon deuxième bien. Fois 100, j'arrive à 79,5% de quotité. La banque est heureuse. Elle a toutes les garanties qu'elle souhaite avoir pour réaliser l'opération. Alors, pourquoi faire cette opération? Eh bien, tout simplement, la première chose, c'est que ça va vous permettre d'acquérir un bien de rapport que vous allez garder 20, 25 ans, 30, 35 ans, parce que vous pourriez très bien refinancer un certain moment et prolonger le crédit, ou finir le crédit et continuer à le garder. Mais là, ici, dans mon exemple, je suis parti que sur 20 ans. Et donc, si je prends la valeur vénale dans 20 ans, j'ai simplement augmenté la valeur du bien de 2% par an, d'accord? Et que je soustrais la valeur vénale de mon achat, moins également les frais, d'accord? Eh bien, j'ai une plus-value de 118 000 €. Oui, mais ce n'est pas tout. C'est que ce bien, je l'ai loué. 240 000 €, je peux louer 900 € à Bruxelles, d'accord? Ou en Wallonie, je peux très bien avoir deux studios de 110 000 € chacun, que je vais louer 450 € chacun, on sera aussi à 900 €. D'accord? Et c'est 900 € avec une indexation d'1% par an, donc là vous voyez que je ne suis pas très gourmand, d'accord? Eh bien, x 12, j'ai mis x 25, mais donc on est, voilà, une petite erreur, mais on est bien sur 25 ans, voilà, c'était sur 25 ans, eh bien on arrive à 319 000 € de gains, de loyer, mais c'est bien pour vous, c'est bien des revenus. Alors, ces deux montants-là additionnés, ça fait 437 000 €. Alors, on va soustraire, et je n'ai aucun problème avec ça, les 64 000 € d'intérêt, puisque j'ai souscrit un crédit, donc j'ai dû payer de l'intérêt. Ça, c'est une perte, d'accord? Et je ne l'ai pas fait dans le calcul, parce qu'à ce moment-là, je vous ferai tout un tableau Excel, mais on devrait également soustraire les travaux éventuels qu'on a fait au moment de l'achat ou dans le temps, plus éventuellement le vide locatif, et peut-être également, bien sûr, le précompte immobilier. D'accord? Et encore le précompte, s'il y a un crédit, il n'y aura pas le cadastre ajouté à vos revenus, etc. Ça n'aura pas d'impact puisque vous avez un crédit. Si vous n'avez plus de crédit, à ce moment-là, il faudra encore ajouter la fiscalité. D'accord? Donc voilà, donc là, ici, au bout de 25 ans, vous revendez votre bien et vous avez quand même fait une belle opération, hein, parce que sans apporter de cash, eh bien, vous avez... C'est peut-être ça, hein?
vous avez obtenu 373 000 € de gains, sans apport de cash. D'accord? Donc c'est quand même assez interpellant. Les gens, souvent, lorsque j'ai des clients en face de moi, et qu'on fait ce premier calcul, quel est le montant, quel est le prix de ce deuxième bien? Qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je pourrais acheter? Eh bien, ils sont très souvent vraiment très surpris. Parce qu'en fait, quand ils vont en banque, on leur dit, mais non, c'est pas possible, monsieur, madame, parce que vous voulez acheter un bien de 300 000, c'est 50 000 € de frais, et ça, vous allez devoir le mettre sur la table. Peut-être qu'on va vouloir jouer avec une hypothèque sur un premier bien, et donc de combler ces 20% de quantité, puisqu'on doit être à 80%, d'accord? Vous n'allez peut-être pas devoir apporter les 20% supplémentaires. On va pouvoir prendre un bien en garantie, mais par contre, les frais d'acquisition, droits d'enregistrement, frais de notaire et hypothèque, eh bien, il va falloir les sortir. Et lorsque vous êtes à 45 ans, que vous avez commencé à bien amortir votre bien, il a pris de la valeur, etc., à 45 ans, vous n'avez pas nécessairement soit l'occasion, soit envie de lâcher 50 000 € pour acheter un immeuble de rapport, d'autant plus que votre bien à vous, il y a peut-être des petits travaux à devoir réaliser, vos enfants vont tout doucement rentrer peut-être à l'université ou faire des études supérieures, ça va coûter un peu d'argent aussi, etc. La deuxième possibilité, la deuxième réflexion plutôt, c'est que moi je conseille toujours à mes clients, à partir du moment où les enfants sont majeurs, et encore, moi je l'ai fait aussi avec mes propres enfants, ils sont mineurs, ne le dites pas, d'accord? Eh bien, ils ont acheté 1% des biens que j'achète. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous sommes en indivision au moment de l'achat, ce n'est pas possible de le faire après, mais au moment de l'achat, nous sommes en indivision. Et donc, le jour où ils vont vouloir acheter le bien de rapport, tout simplement parce que je commence à vieillir et que j'en ai marre, j'ai fait le locataire, par exemple, d'accord, ou que je commence à penser à ma pension ou à ma succession et que je me dis, voilà, j'ai pas envie de mourir avec un immeuble qui est en grande partie remboursé, qui a pris de la plus-value, etc. Ils vont devoir payer trop de droits de succession. Il serait peut-être opportun qu'ils l'achètent. Parce que acheter un bien, eh bien, ils ne vont pas payer les 12,5% de droits d'enregistrement. Puisqu'ils sont en indivision, ils vont payer 1% de sortie d'indivision en Wallonie à Bruxelles, 2,5% sur la valeur du bien et 2,5% en Flandre. Ça, c'est avec les enfants ou c'est aussi avec les... Avec tout le monde. Avec tout le monde. Alors déjà, mari et femme, quand il y a un divorce, eh bien, celui qui garde la maison crache, donc sort de l'indivision, mais ne paye pas les 12,5% sur la moitié du bien, mais vous pouvez faire ça avec n'importe qui. Et avec des neveux et nièces, c'est une très très belle opportunité, clairement, au même titre que les enfants, et j'allais y venir, tout simplement parce que non seulement vous allez garder le contrôle sur ce bien, ils ont 1%. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent si jamais il y a un conjoint qui pousse vos enfants à vous embêter, ou un neveu qui pourrait à un certain moment penser qu'il a le droit à certaines choses et commencer à embêter sa vieille tante ou son vieil oncle, d'accord? Mais avec 1%, il pourrait exiger de récupérer ce pourcent, mais bon, 1%, c'est pas grand-chose. Par contre, s'il exige ce pourcent, vous lui payez ce pourcentage-là et il vient de perdre tout son héritage. Donc, c'est pas avec 1% que c'est gênant. Troisième possibilité, vous pourriez également le financer avec un crédit bullet. Alors, qu'est-ce qu'un crédit bullet? C'est un crédit où on ne paye que des intérêts. On n'amortit pas, on ne paye pas de capital. On va dire, mon Dieu, mais comment vais-je rembourser ce capital? D'accord? Pour notre exemple ici, on a fait un crédit de 276 000 € pour le nouvel achat. D'accord? Il restait encore un crédit sur le premier bien, mais ça on peut continuer à le payer avec un amortissement, naturellement, normalement, comme avant. Mais par contre, sur le deuxième bien, le bien de rapport, eh bien, on va pouvoir utiliser un crédit bullet où on ne va payer que de l'intérêt. Et vous voyez ici, à du 2%, eh bien, 276 000 € du 2%, ça vous coûte 568 € par mois. Ce qui veut donc dire que votre loyer couvre largement ce que vous devez à la banque. Oui, ce n'est que de l'intérêt. Oui, vous ne remboursez pas de capital directement. Mais le premier objectif, c'est de ne pas vous mettre en danger. Parce que si vos locataires ne vous payent pas, c'est souvent un point d'attention des nouveaux propriétaires,
de biens de rapport, mais si mon locataire ne paye pas, moi je n'ai peut-être pas les moyens de pouvoir combler la mensualité, eh bien là au moins, vous êtes vraiment tranquille, c'est une mensualité beaucoup moins. Donc non seulement la mensualité est moindre, et donc ça veut dire que si la mensualité est moindre, à la Banque nationale, elle apparaîtra comme moindre, et donc votre endettement est moindre également. Et donc, comment le rembourser? Tout simplement parce qu'on pourrait profiter, et on en parlera dans la troisième partie de la conférence, on va pouvoir peut-être jouer avec des produits fiscaux, d'accord? Si vous êtes chef d'entreprise ou indépendant, on va pouvoir mettre en garantie ou utiliser ces produits fiscaux, extrêmement intéressants au niveau fiscal et d'utilité, pour pouvoir rembourser le crédit à vos 65 ans, par exemple. Mais en attendant, vous avez compris qu'en payant peu, je vais limiter le risque locatif. Si mes locataires ne me payent pas, j'ai au moins l'assurance, je vais pouvoir, moi, payer le crédit, les virer, prendre le temps de réarranger l'appartement et à nouveau le louer. Si par contre, je dois payer un intérêt et du capital, et que mon locataire ne me paye pas, la banque, en fait, elle en a un peu rien à faire. Ça, c'est vos problèmes. Et donc, la banque, vous avez signé un contrat avec elle, vous devez respecter cet engagement. Voilà. Et ça se joue sur les 25 ans. Alors, pour le niveau du crédit bullet, la durée n'a aucun impact sur le montant à rembourser. Que vous fassiez un crédit bullet de 1 an ou de 100 ans, vous payerez toujours la même chose tous les mois. C'est simple, en fait. Vous avez, prenons un cas plus facile que 276 000, vous avez 100 000 euros, vous devez 2 000 euros d'intérêt à la banque par an. Et donc, vous devez 2 000 euros d'intérêt par an. D'accord? Divisé par 12, ça fera la même mensualité. Mais ça, c'est chaque année, puisque vous n'amortissez pas le capital, le montant dû à la banque reste toujours de 100 000. C'est toujours 100 000. Et donc, chaque année, c'est comme, c'est toujours 100 000 à du 2% d'intérêt par an. D'accord? Donc là, il n'y a aucune crainte à avoir sur un changement de mensualité en fonction de la durée. D'accord? Je reviens au niveau des risques, parce que le crédit bullet, ça permet également de gérer le risque de vie. Et ça, on le sous-estime énormément. Oui, tout le monde a pris une assurance solde restant dû. C'est-à-dire que si je viens à décéder, mon crédit est remboursé parce que j'ai pris une assurance vie. On parlait d'assurance vie pour le décès, mais en tout cas, voilà, je suis couvert. Tout est payé. Oui, mais on ne meurt pas toujours. On peut être gravement handicapé. Ça veut dire qu'en termes de coût, la vie est beaucoup plus chère. Il y a une adaptation très très importante. J'ai rencontré une dame qui a été prise dans les attentats du mars ici à Bruxelles. Faire un crédit aujourd'hui, pour elle, l'assurance solde restant dû, c'est compliqué, parce qu'elle a des séquelles. Et elle n'a pas pu travailler pendant 3-4 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez fait votre crédit, mais vous avez pris 100% de vos revenus professionnels. Oui, mais si vous tombez à la mutuelle, c'est plus que 60%. Et encore, si vous êtes employé, parce que si vous êtes indépendant, vous avez eu, j'espère que dans votre PSI ou votre IP, vous avez mis un revenu garanti. Parce que là, c'est zéro aussi. Même si, avec les attentats, ils attendent toujours l'argent. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que la mort, dans ces cas-là, est un doux fardeau, mais un handicap est vraiment extrêmement difficile à vivre. Financièrement, je ne parle même pas physiquement, mais financièrement, c'est catastrophique. Et donc, le crédit bullet permet de gérer le risque de vie. En fait, on en rencontre souvent, mais j'ai mes voisins qui ne sont pas clients ici, et mes voisins, qui sont même passés à la télévision, leur petit Antoine, son foie n'a jamais fonctionné. Dès sa naissance, ça n'a pas fonctionné. Et donc, soins intensifs, papa a donné une partie de son foie pour que Antoine vive, et il va très bien, il va faire son film, c'est très chouette de le voir courir, faire du vélo, etc. Mais vous imaginez vos enfants dans une situation pendant 1 an au soins intensifs, ne pas savoir s'il va vivre ou pas. Donc, comment vous travaillez? Alors déjà, parfois, quand on a un peu de Covid, on est presque en train de ne plus savoir respirer, on est malade, mais quand vous avez un enfant qui est dans cette situation-là, c'est ingérable psychologiquement. Totalement ingérable. Alors, en plus, si vous devez rajouter des soucis
financier, mais c'est votre couple qui risque d'exploser à tout instant. C'est une réflexion sur le crédit mutuel qui ne peut pas de banque. Tout à fait. Parce qu'en fait, en termes de risque pour la banque, c'est très important puisque vous n'amortissez pas le capital. Alors, j'en parle assez facilement parce qu'on a des accords avec des banques et on peut, sur certains critères, d'accord, bien établis, on peut le faire assez facilement, même pour l'achat d'un premier bien. Pas à 100%, mais même pour l'achat d'un premier bien. Ça doit se calculer, c'est vraiment du cas par cas. On doit voir un peu la situation familiale, patrimoniale, la situation financière également du couple. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est peut-être pas inintéressant de faire 50% d'amortissement, 50% de crédit mutuel, même pour un premier bien. Alors, par contre, on ne va pas faire la fête parce qu'on paye moins tous les mois. Hein. On va rembourser le crédit mutuel dans 25 ans et on va mettre de l'argent tous les mois de côté. Mais cet argent n'est pas dû à la banque directement et tout simplement, on va le mettre de côté, le thésauriser, parce que si demain il y a un vrai problème, on aura l'occasion d'arrêter de mettre cet argent de côté. On pourra même peut-être récupérer cet argent pour faire face à de grosses et graves difficultés. Voilà, mais vous avez tout à fait raison. Les banques, il faut être généralement en private banking, d'avoir des gros placements pour avoir accès à cela. Et même, on a déjà rencontré des clients qui avaient des gros placements et sont arrivés ici. Pourquoi? Parce que les banques voulaient non seulement l'hypothèque sur les biens, mais en plus un amortissement des placements. Alors qu'ici, on a quand même beaucoup plus de flexibilité. On travaille avec 18 banques, donc voilà, il y a moyen de les mettre en fonction. D'accord? Et alors, autre point aussi, c'est qu'on pense assez rarement, mais le crédit mutuel, c'est un moyen de diminuer les charges successorales. Puisqu'on va prendre l'actif, moins le passif. Et donc, si vous avez des dettes, ça ne rentre pas. Hein, d'accord? Si vous avez un bien qui vaut 400 000 € et que vous avez 200 000 € de crédit mutuel, la succession sur le bien, je l'ai fait courte, hein, je n'ai pas dit que c'était un bien d'habitation, je n'ai pas parlé des régions, etc. Mais en gros, ça va être 400 000 moins 200 000. Vous ne payerez les droits de succession que sur 200 000. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était aussi un moyen. Et ça, pour ça, il faut s'y prendre relativement tôt. Ce n'est pas à 65 ans, lorsqu'il reste plus de 50 000 € sur ma maison de 600 000 € qu'il va falloir se dire, oh, je vais peut-être prendre un crédit mutuel. Il reste un peu de 50 000, donc on n'a pas fait grand-chose sur 50 000. Alors, l'intérêt de faire cette opération, je pense qu'il est clair, hein, c'est de pouvoir réaliser un développement immobilier sans cash, c'est de pouvoir offrir pour soi-même et pour ses enfants une perspective immobilière et patrimoniale, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat également, hein, c'est de préparer une pension, c'est diminuer aussi le risque locatif, puisqu'à partir du moment où j'ai plus de revenus et un endettement moindre, parce que je fais par exemple une crédit mutuel, eh bien, je vais pouvoir diminuer mon risque de vie, mon risque financier mensuel ou annuel. Et puis, il y a le « et », 3 petits points, parce que je vais pouvoir, et c'est là où on arrive au troisième partie de cette soirée, hein, eh bien, je vais pouvoir aussi jouer légalement, hein, c'est l'État qui nous permet de pouvoir jouer avec des produits fiscaux. J'ouvre une toute petite parenthèse ici. Souvent, j'ai des clients qui me disent, si j'achète un immeuble de rapport, il ne faudrait peut-être pas que j'achète en société parce que ça permettrait de diminuer le droit de succession, etc. Non. Alors, non et oui. Enfin, oui et non. Si vous avez un très gros patrimoine immobilier, il serait peut-être grand temps de se poser la question si mettre une partie en société, ça pourrait être intéressant parce que fiscalement ou en termes de revenus, le contrôleur fiscal risquerait de vous dire, attendez, vous gagnez 1 200 € de vos revenus professionnels et vous avez 15 000 € de revenus locatifs, est-ce que vous ne pensez pas que vous passez un peu plus de temps pour gérer vos biens que de travailler à mi-temps à côté? D'accord? Donc, ça, c'est dangereux. Vraiment, il faut vraiment une réflexion globale. Mais pour commencer, non. Pourquoi ne pas acheter en société? On n'achète pas en société, tout simplement parce que le bien n'appartient pas. Il appartient à la société. Si vous le vendez, vous serez taxé sur la plus-value, sur l'amortissement. Vous serez également taxé sur les loyers. Oui, vous pouvez déduire les travaux et les frais de financement, mais ça ne vous appartient pas. D'accord? Et puis, en termes de succession, c'est la même chose. Ça a une valeur. La société a une valeur. Alors, même si vous faites des donations qui sont peut-être plus faciles et moins coûteuses parce que c'est du mobilier, vous allez donner des actions à vos héritiers. D'accord? Il ne reste pas moins que ces actions ont bien une valeur. Et attention, parce que tout est en train de changer, les donations ne vont plus être
comment dire, possible sans enregistrement. Pardon, je recommence. J'allais dire qu'aujourd'hui, on fait une donation sans enregistrer cette donation, et au bout de 3 ans, c'est bon, vous n'avez pas payé, vous ne payez pas de droits de succession si vous donnez de l'argent à quelqu'un. D'accord. Maintenant, ils vont allonger cette période, d'accord, et donc elle passe à 5 ans. C'est un des changements majeurs de la nouvelle réflexion successorale. Mais donc voilà, faites attention, parce que si vous êtes dans ce cas-là, il est peut-être bon de retourner votre conseiller successoral ou patrimonial pour avoir de nouvelles. Alors, ici, le but, c'est bien sûr d'acheter en privé. Vous achetez un bien en personne physique, ce bien vous appartient bien, même si votre société, si vous êtes indépendant, va intervenir dans le processus. D'accord? Alors, je passe. Ça, je vous l'ai dit ce que c'était le crédit. Voilà, on va prendre un exemple. J'achète un crédit, un bien de 400 000 €. Je l'achète, je vais payer du 2,5% ici. Ça va me coûter 1 788 € sur 25 ans. Et donc, le coût global va être de 536 000 € en personne physique. C'est-à-dire que mon salaire doit être à la hauteur pour sortir tous les mois 1 788 €. Avec le crédit bullet, d'accord, eh bien, mon crédit de 400 000 €, toujours à du 2,5% de taux d'intérêt, eh bien, va me coûter 825 €. Certes, dans la partie avec bullet, vous ne payez pas de capital, vous ne remboursez pas le crédit, vous n'amortissez pas de capital. Mais vous voyez que, pour l'instant, vous remarquez que le coût, l'endettement que vous avez est beaucoup plus faible, parce que vous ne payez que 825 au lieu de 1 788. Là, jusque-là, il ne faut pas être en clair pour se rendre compte. Mais votre question, ça va être, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rembourser mon capital? Alors, c'est là où le crédit bullet est vraiment intéressant, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ça réduit les mensualités, donc en termes d'endettement, gestion de risque, gestion locative, diminue, oui, de toute façon, ça, on en a déjà parlé, je vais faire un peu. Mais avant de continuer, je veux insister sur les dangers du crédit bullet. Parce que ce n'est pas non plus la panacée, il faut être conscient des risques. Alors, les risques, c'est le taux variable. Si on vous propose un taux variable de 3 ans, par exemple, ou annuel au niveau du crédit bullet, ça signifie que si demain le taux devait doubler, votre mensualité double. C'est aussi simple que ça, puisqu'on n'amortit rien du tout. Donc attention. Alors, certaines banques n'offrent pas de taux fixe pour les crédits bullet. Généralement, on travaille assez facilement avec un taux fixe de 10 ans. Okay, et puis, éventuellement, ça peut changer tous les 5 ans après. Certaines banques offrent des taux fixes également. Ça dépend un peu de votre situation patrimoniale, de ce que vous souhaitez, des garanties que vous offrez, etc. Mais donc, il faut faire attention à ça. Il y a également le montant global des intérêts. Il est évident, il faut se rendre compte que je vais payer plus d'intérêts sur un crédit bullet que sur un crédit amortissable, puisque mes intérêts ne diminuent pas avec le temps, puisqu'ils vont rester constants, puisque mon montant de crédit reste constant. Il faut simplement être conscient de cela. D'accord? Il y a également le remboursement de la maison. Si je fais du crédit bullet pour la maison, je n'ai pas de problème majeur avec ça, mais il faut être bien conscient que dans 25 ans, si je n'ai pas mis du capital à côté, il faut bien que je rembourse, par exemple, mes 200 000 € de crédit bullet. Je ne peux pas revendre ma maison, je ne peux pas y vivre sous un pont. Donc, il faut à un moment avoir la capacité de rembourser ça. D'accord? Et puis, j'ai certains clients qui ont refusé le crédit bullet, et c'est très très bien comme ça, tout simplement parce qu'ils m'ont dit, attendez, si je mets de l'argent de côté, à tous les coups l'année prochaine, il est plein. Je n'arriverai pas. Moi, je suis dépensier, ce n'est pas possible. Pas de problème, je préfère qu'on me le dise, et à ce moment-là, on part sur un crédit à mensualité constante, par exemple. D'accord? Alors, par contre, comment on rembourse? Oui. Qu'est-ce qu'il en est du taux, moins par rapport au crédit bullet? Alors, ça peut être très variable, d'accord? On va actuellement, on peut trouver des crédits bullet entre un septembre. Alors, ça dépend un peu de votre quotidien, d'accord? Et ça dépend aussi si vous achetez votre habitation ou un immeuble de rapport. Et on tourne entre 1,70 et 2,8. Donc, on sera entre 3 à 7 ans, d'accord? Et la différence entre une mensualité constante
constante, pardon, d'un taux et d'un crédit bullet. Ça dépend vraiment des banques, du risque, comment elles vont gérer le risque. Alors, certaines vont augmenter simplement de 0,10, d'autres peuvent faire une différence beaucoup plus importante de peut-être 0,5. Alors, quand il y a une forte différence, c'est parce que le taux en mensualité constante est très très bas, et donc ils augmentent le taux du crédit bullet. D'autres font un mix des deux, et en fait, vous avez quasiment le même taux entre la partie amortissable et le crédit bullet. Donc ça dépend un peu, et c'est des calculs à faire, mais vraiment en fonction de la souplesse de la banque aussi. Toutes les banques, je parlais tout à l'heure de la possibilité de financer un deuxième bien sans apport de cash, toutes les banques ne le font pas, clairement. Et donc, souvent, on n'a pas le choix. Le but, c'est de tirer profit momentanément d'une situation, puis 5 ans plus tard, on peut refinancer le crédit pour revenir dans une autre situation, parce que là, on a diminué la quotité, on va séparer les hypothèques, et on va peut-être réitérer l'opération, mais la maison d'habitation, on va la garder et on va la finir bien gentiment avec un crédit classique sur les 10 dernières années, par exemple. Donc, ça, c'est un jeu d'hypothèque, et ça, c'est pour ça aussi que le courtier, à la différence du banquier, le courtier, il est indépendant, c'est son job. Donc, a priori, on peut tous mourir, mais je peux dire ce que je dis là. Mais en même temps, on est là et on reste là. Je ne vois pas de faire autre chose dans 20 ans. D'accord? Mais par contre, l'employé de banque, même s'il est très très compétent, je n'ai vraiment aucun souci avec ça, mais on sait très bien que dans 2 ans, il va être amené à changer de poste, etc., que la politique de sa banque, qui était très très bonne à l'époque, va changer. Le problème, c'est que si votre conseiller est dans cette banque-là, il ne pourra pas vous proposer un autre produit d'une autre banque. Ça me semble évident. Notre façon de challenger les banques, c'est justement de pouvoir jouer avec différentes possibilités de différentes banques. Donc voilà, oui. Il y avait une question sur une slide précédente, là où il y avait les comptes, en fait. Encore avant, voilà. Oui. Parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Parce que là, actuellement, par les 100 billets, on est en 25 ans, 536 400 ou global, inclus les crédits 400 000. C'est bien ça. Donc, en fait, la mensualité. On repaye, au total, on repaye, inclus les crédits, donc 536 000 €. Oui. Tandis qu'avec budget, on repaye 247 000 €, mais on doit encore repayer 400 000. C'est tout à fait ça. Donc, ce n'est pas vraiment très avantageux. Oui, alors, vous avez bien raison de vous passer. J'ai besoin de. Non, vous êtes, là, comme ça, vous avez tout à fait raison. D'accord. Alors, vous imaginez bien que si je vous le présente et que je donne ces chiffres-là, c'est parce que juste après, je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est très intéressant. Mais vous allez trop vite, et j'y arrive. Promis, j'y arrive. Ça va mais c'est une très bonne c'est une très bonne remarque. C'est vraiment une très bonne remarque. D'ailleurs, pour tous les autres, personne n'a remarqué, sauf madame, pas remarqué. En même temps, ça dépend des garanties. Si vous avez encore de la place sur le premier bien, vous pourriez acheter un autre bâtiment. Par contre, ici, avec cette présentation-ci, il faudrait revenir au slide précédent, mais donc, il sera possible d'acheter un 3e bâtiment dès que, en fait, la valeur vénale des 2 biens que vous venez d'acheter a pris la valeur et que vous avez amorti d'une certaine façon. D'accord? Et donc, ce nouveau gap va vous permettre, en fait, de continuer à acheter, vous avez tout à fait raison, et ça va être une boule de neige qui va grossir avec le temps parce que dans 15 ans, ce ne sera pas 2 biens que vous aurez mis en garantie, ce sera 3 biens qui vont prendre de la valeur. Et ça, peut-être qu'il y aura d'autres conférences. Christophe a dit que tous les jours, il y a des conférences. Donc voilà. Mais j'ai pas mal de sujets. Et donc, il y a notamment un chouette tableau Excel qui explique en fait comment développer. Mais là, ça fait vraiment très, très chiffres. Et je pense que je vous préparerai assez rapidement. Moi, ça m'amuse beaucoup, mais voilà. On en reparlera ultérieurement. Voilà, alors, on va arriver. Pourquoi travailler avec du crédit bullet? Parce qu'ici, en fait, on revient à notre exemple de tout à l'heure, madame, d'accord? J'ai un crédit de 400 000 €, mon coût est de 1 788 € par mois. Pour avoir la capacité de souscrire ce crédit,
il faut que j'ai un crédit, enfin un salaire net de 4 500 €. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, la banque ne va pas me prêter extrêmement facilement. Il y a des quotités. Alors, certaines banques vont ne pas accepter que vous dépassiez 40% d'endettement, d'autres 50%, ça dépendra un peu. Mais pour gagner 4 500 € net en tant qu'indépendant, vous allez devoir générer un chiffre d'affaires de plus de 10 000 €. D'accord? Par contre, avec le IP, donc c'est-à-dire avec le crédit bullet, et qu'on va payer le capital avec un produit fiscal issu de mon entreprise, d'accord? Eh bien, le crédit reste toujours le même. Mon coût en personne physique est de 825 €. Mais pour pouvoir payer mensuellement 825 €, eh bien, j'ai besoin d'un salaire de 2100 €. Mais donc, pour pouvoir m'octroyer un salaire net de 2100 €, j'ai besoin d'un chiffre d'affaires de 4 800 €. Et donc là, vous comprenez, madame, que de façon globale, vous aviez tout à fait raison, mais si vous voulez vraiment acheter votre maison de 400 000 € et que vous n'avez pas un salaire net de 4 500 €, vous ne pouvez pas l'acheter. Tandis qu'en mettant en place la deuxième solution, vous allez avoir un endettement moindre et vous allez pouvoir faire l'opération. Maintenant, rien ne vous empêche, dans X années, de changer. Mais en tout cas, vous avez réalisé l'opération. Souvent, on envisage le crédit bullet comme quelque chose de monolithique. Hein. C'est gravé dans le marbre et on ne bouge plus pendant 25 ans. Et c'est souvent là l'erreur. Ouais. C'est ce que les banques vous suggèrent finalement, parce qu'ils n'ont comme produit que le leur, et à nouveau, ils peuvent être très très bons, hein, ces produits. Simplement, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir faire évoluer votre situation financière, votre structure financière de crédit. Tandis qu'ici, le but, c'est de pouvoir faire évoluer votre patrimoine et en effet de jouer avec un peu la quintessence des produits des différentes banques. Alors ici, vous voyez qu'en personne physique, d'un côté, sans le crédit bullet et sans la mise en gage de l'EIP, eh bien, vous avez un coût global de 536 000 €. D'accord? Ça, c'est ce que vous avez sorti en personne physique. Tandis que de l'autre côté, en personne physique, vous n'avez sorti que 247 000. Et c'est là où, vous voyez cette réponse-là, madame, c'est qu'en fait, les 400 000 € qui sont dus à la banque ne viendront pas de vous. En fait, c'est votre société qui va mettre ces 400 000 €, mensuellement, ça fait 708 € par mois, d'accord? Eh bien, qui va mettre ces 708 € par mois dans un panier qu'on appelle EIP, un engagement individuel de pension, mais surtout qui est déductible fiscalement. Donc, dans le chef de l'entreprise, l'entreprise va en fait prendre du brut, mettre un coût, parce que les 708 € sont placés, donc ils génèrent aussi un intérêt. C'est pour ça que ce n'est pas 400 000 € que vous allez devoir mettre dedans, d'accord? Ce sera un peu moins, d'accord, parce qu'on est sur 25 ans aussi. Et surtout, c'est que cet argent-là placé, eh bien, va pouvoir être déductible. Et donc, vous allez éviter aux alentours de 42 000 €. Ce qui veut dire qu'en société, vous allez sortir 170 000 €. 170 000 €. Et donc, le coût global, ici, eh bien, c'est là où ça commence vraiment à devenir intéressant, sans le crédit bullet et sans le nantissement de l'EIP, vous avez sorti, vous, en personne physique, 536 000 €. Tandis que, de l'autre côté, quand vous additionnez ce que vous payez en personne physique, l'intérêt, et ce que votre société a sorti comme capital, eh bien, vous êtes à 417. Et donc, le crédit bullet avec le nantissement de l'EIP vous coûte clairement moins cher. Mais surtout, c'est que comme votre endettement, vous n'avez payé que 247 000 €, 800 et net par mois, d'accord, vous allez pouvoir faire d'autres crédits et continuer à plus facilement à développer votre bien. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on achète un immeuble de rapport, d'accord, si ça se passe bien, une belle opération, vous allez payer par exemple 1 000 € de crédit à la banque et vous avez 1 000 € de loyer. Mais le souci, c'est que non seulement la banque va, dans son calcul d'endettement, va enlever 20% des revenus locatifs, mais en plus, vous devez atteindre 50% d'endettement. Et d'avoir
Donc là, vous êtes à plus que 800, donc vous êtes à 80, même pas à 120% d'endettement sur cette opération. Donc vous avez intérêt à avoir des sacrés revenus professionnels pour que votre moyenne rediminue à 50%. Parce que souvent, les clients me disent, mais attendez, l'immeuble se rembourse tout seul. Oui, non, mais la banque, c'est pas comme ça qu'elle le voit. En fait, elle veut que la moitié de ce que vous gagnez soit consacré au revenu, au remboursement du crédit. Pas plus. Pas plus, jamais plus. D'accord ? Voilà. Et donc, comment utiliser vos produits fiscaux ? Il y en a plusieurs, en fait. En fonction de votre situation professionnelle, vous allez peut-être mettre en place un EIP si vous êtes chef d'entreprise, une CPTI si vous êtes indépendant en personne physique, une PSI si vous êtes indépendant en personne physique, mais ça, vous pouvez aussi la mettre en tant que chef d'entreprise, l'INAMI pour l'ensemble du corps médical. Et alors, le back service n'est pas a priori un produit en tant que tel, mais c'est simplement que votre société a peut-être beaucoup de cash. Et donc, que faire avec ce cash ? C'est en fait de faire un back service, c'est-à-dire qu'on va prendre les calculs que je vais vous passer sous silence maintenant, parce que ça n'a aucun sens d'en parler maintenant. Donc, on va prendre une certaine somme, on va mettre cette somme-là, donc ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, parfois même plusieurs centaines de milliers d'euros, on va le mettre dans votre panier qu'on appelle EIP. Alors, non seulement en un coup c'est déductible, autant dire que cette année-là vous ne payez pas d'impôt, mais en plus, tout de suite, première possibilité, on va pouvoir aller chercher 70% de cette manne financière qui appartenait à votre société et qui maintenant vous appartient. 70%, vous allez pouvoir les récupérer tout de suite pour un bien immobilier, pour un enjeu immobilier. Et ça, on le fait très souvent. Souvent, on a des chefs d'entreprise qui, en personne physique, n'ont pas suffisamment de cash pour acheter leur maison propre et unique. D'accord ? Il y a les frais, puis encore les 10%, parce qu'on prête quand même beaucoup plus facilement à 90% qu'à 100%. Donc, il y a un montant qui doit être apporté par le client, et ils n'ont pas. Mais par contre, il y a 150 000 ou 200 000 euros dans la société. Hop, on fait un back service, on prend de l'argent, on le met dans l'EIP. L'EIP, on récupère 70% de cet EIP, et d'un coup, eh bien, ils ont suffisamment de cash pour pouvoir payer les frais d'acquisition et 10% supplémentaires. D'accord ? Et donc, bien sûr, la reconstitution du capital par l'EIP est déductible. Alors, soit on peut nantir l'EIP, nantir, c'est-à-dire bloquer, on va la mettre en garantie. Ce que j'aime beaucoup plus, c'est d'éviter de la mettre en garantie. Ça vous permet de la mettre en garantie pour l'achat d'un autre bien. D'accord ? Moins on donne aux banques, mieux c'est. Enfin, il faut jouer le jeu, hein. Attention, mais il n'y a pas lieu de trop donner. Le but, c'est simplement de pouvoir octroyer aux banques suffisamment de garanties, parce que c'est quand même elles qui prêtent, hein, on ne va pas exagérer, elles nous aident à développer notre patrimoine, donc il faut jouer le jeu, on leur donne suffisamment de garanties pour qu'elles se sentent à l'aise, mais par contre, le reste, on va pouvoir continuer à développer. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était le 1% pour les enfants. Voilà, j'ai enfin terminé. Sauf s'il y a vraiment une question extrêmement complexe, hein, voilà, mais je vous propose de remonter en haut, boire un petit verre, d'accord ? Et il y a quand même une question très complexe. Ah non, là j'ai dit complexe. Oui, ça va être renvoyé. Mais donc voilà, je vous propose de remonter en haut, on va boire un petit verre, on va se sustenter un peu, et on peut vous parler de ça, ou d'autres choses aussi, bien évidemment. Ça va ? Bonne soirée. Merci.